Kingston Falls. C'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe puis à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ICTO.TV Extra. Nous sommes le mercredi 20 mai. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi matin, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous encore ce matin. Bienvenue donc à cette nouvelle édition d'À la Une. On va se parler des États-Unis. Il y avait une primaire républicaine. On vous en a parlé un peu hier dans les nouvelles. Une primaire au Kentucky. Il y avait là un élu républicain, Thomas Massie, donc quelqu'un qui était un député l'on a dépeint comme un député rebelle ou quelqu'un qui était contre Donald Trump et son administration, bien qu'il soit républicain. Eh bien, il a finalement perdu dans cette primaire et ne représentera pas le Parti républicain à la suite de cette primaire d'hier. On décrit cette primaire comme étant la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis. Beaucoup d'argent avait été investi, entre autres par le camp Trump, pour défaire justement Thomas Massie. Et c'est le candidat pro-Trump qui l'a emporté. Pas Donald Trump. Non, certainement pas Donald Trump à l'émission. Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour revenir, oui, sur cette élection-là d'hier aux États-Unis. Alors, on va faire le tour de table tout de suite avec mes collègues Julie-Jasmine Boudreau aux actualités culturelles, Olivier Pellerin au sport et Véronique Méran à la météo. Bonjour à vous trois. Bonjour. Au bloc culturel, on va se parler de Patrick Bruel. D'abord, on a appris au cours de la journée d'hier qu'il y avait des spectacles au Québec qui étaient finalement annulés. Annulés à Québec, donc prévu en décembre prochain. Montréal, c'est toujours pour l'instant en vente, donc on garde le cap. Cependant, cette décision du promoteur de Québec, qui est Gestev, ça met de la pression. C'est repris partout, d'ailleurs, dans plusieurs publications françaises. Mais là, la pression vient du côté politique. On a questionné le maire de Paris ce matin. Il y a du nouveau. Alors, je vous en reparle dans un instant. Parfait. On y revient dans les prochaines minutes. Faisons, tout de suite le tour des prévisions de la météo. Véronique, on a connu juillet en mai hier. Oui. C'était pas désagréable. C'était la première vraie journée chaude. Oui. On a atteint le premier 30 degrés du côté du Québec. On l'avait atteint en Ontario avant-hier. Donc, hier, ça a été fait du côté de Gatineau, 30,2. Il a fait 28,1 à Montréal, donc une chaleur vraiment là, qui était présente, des vents du sud, un soleil quand même assez présent tout au cours de la journée. Donc, une journée à saveur d'été. Et ce matin, si vous sortez à cette heure-ci, ça sent encore l'été. 21, 22 degrés au centre-ville, l'air est encore humide, les vents sont cependant. Je sais que c'est un détail qui vous touche particulièrement, Mathieu, mais c'est un peu décoiffant. Oui, moi, c'est sûr que j'ai ça arrivé ici avec le toupette dans les airs. C'est ça, là. Ça m'est arrivé ce matin. Donc, voilà, très venteux, disons-le. Ce sera une journée encore quand même assez estivale, 23, 25 degrés. Ces vents-là vont changer de direction, mais en après-midi, fin de journée. Et à ce moment-là, les températures vont fléchir un peu. Donc là, à la baisse dès cet après-midi pour les Laurentides, mais c'est surtout la nuit prochaine qu'on le sentira, avec des minimums de 3 à 6 degrés. Peut-être 2 par endroit, secteur des Laurentides, des possibilités de gel vers l'est du Québec principalement. Donc, des vents du nord-ouest qui prennent le relais, qui seront moins forts et du beau temps à venir. Jeudi, vendredi, il fera beau. Les températures seront légèrement sous les normales. On parle de 13 à 16 degrés jeudi, 17-19 pour la journée de vendredi. Donc, c'est quand même pas si mal. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'était encore à saveur estivale. Seuls les moins du côté de l'Abitibi. On a 3 degrés ce matin. 5, c'est le maximum anticipé. Il fera moins 3 la nuit prochaine. Et c'est pas impossible qu'il y ait un flocon ou 2 dans le secteur de l'Abitibi, au nord du Saguenay également, la nuit prochaine. Mais d'ici là, c'est plutôt nuageux aujourd'hui. On a des averses qui vont cesser en mi-journée vers le Saguenay, le lac Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent. Les températures se maintiennent. 11 vers le Bas-Saint-Laurent, 19 vers le secteur de Rimouski. Bon, puis autour de la Gaspésie, de la Côte-Nord, c'est assez mouillé ce matin. Quelques averses qui resteront dispersées en journée. Le mercure autour de 16 en Gaspésie, 9 sur la Côte-Nord.
Partout, la nuit prochaine, risque de gel au sol et demain, il fera beau et plus frais dans l'est du Québec. En territoire ontarien, on est sous zéro ce matin sur la portion nord. Il fera 12 aujourd'hui, mais dans l'ensemble, les nuages sont encore présents. La tendance sera au dégagement. Toronto, Windsor, Ottawa, 18-21 degrés, donc des températures moins chaudes quand même. Les vents sont forts. Le dégagement se fait cet après-midi. Beau temps Vancouver, 17 à 23 degrés dans les prairies. C'est variable dans l'ensemble. Possibilité d'averse, risque d'orage en fin de journée, principalement. Venteux, on maintient autour de 13 à 15 degrés en Alberta, 17 sur le sud de la Saskatchewan et 16 sur le sud du Manitoba. Et de ce côté, on rejoindra nos températures de saison plus tard cette semaine. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Au tennis, Olivier, on va parler de tennis à Strasbourg, au tournoi. Donc, il y a deux opposants, deux joueuses canadiennes, en fait, qui vont s'affronter en quart de finale. Leilani Fernandez et Victoria Mboko, les deux joueuses les mieux classées. Donc, pas surprenant de les retrouver en quart de finale de ce tournoi à Strasbourg. Victoria Mboko qui a battu en 2 manches de 6-4, 6-3 Loïc Boisson, qu'on avait appris à connaître l'année dernière lors du tournoi de Roland-Garros, cette jeune Française qui s'était amenée jusqu'en demi-finale alors qu'elle était pratiquement inconnue du grand public avant ce tournoi. Donc, belle victoire pour Mboko. Et sinon, Leilani Fernandez, elle, déjà, son match, c'était son 2e match qu'elle a disputé contre Magdalena Frech. Victoire en 3 manches de 6-4, 3-6 et 6-4. Donc, un autre duel avec ces 2 Canadiennes qui se préparent, elles, pour le tournoi de Roland-Garros, déjà qualifiées pour le tableau principal. Donc, on tente de parfaire un peu le jeu sur cette terre battue pour ce 2e tournoi majeur. Et sinon, il y a qualification, bien sûr, je parle de Roland-Garros, qualification pour Roland-Garros, entre autres chez les hommes ce matin. On surveillera 2 Canadiens, Liam Draxl, qui est sur le terrain présentement, contre les Néerlandais Jesper de Jong. Et il y aura un peu plus tard ce matin, dans quelques minutes à peine, Alexis Galarneau, lui, qui va affronter le Brésilien Pedro Boscardin Dias. Donc, pour tenter de s'amener dans un tableau principal de tournoi majeur, ce qui est quand même important pour eux. C'est rare qu'ils en ont l'occasion. Donc, vont tenter de progresser dans ce tournoi. Et sinon, chez les hommes, toujours, au tournoi de Hambourg, Félix Auger-Aliassime, lui, a remporté son premier match du tournoi hier contre Vit Kopriva, une victoire en 2 manches de 7-5, 6-1. Donc, voilà pour les Canadiens qui sont présentement en action dans ces tournois internationaux sur terre battue. Un gros match de hockey féminin ce soir. La charge d'Ottawa face à la Victoire. La Victoire va tenter dans ce match de mettre encore une fois la main sur la Coupe Walter. Et la charge d'Ottawa qui va tenter de jouer les troubles-fêtes à nouveau. La charge qui avait remporté le dernier match dans les dernières secondes du match. Donc, la Victoire qui sera toujours devant son public au Centre Canadien Tire. Ça avait été une belle foule. La charge, pardon, oui, qui sera toujours à la maison à Ottawa, au Centre Canadien Tire pour disputer ce match. Ça a été une belle foule pour elle lors de la dernière rencontre. Plus de 17 000 spectateurs pour ce match. Donc, ça témoigne de l'intérêt là-bas. On est à l'amphithéâtre des Sénateurs d'Ottawa. Donc, comme quoi, quand on a un peu plus de place, les gens achètent des billets pour aller voir ces matchs, surtout qu'on est en finale de la Coupe Walter. Donc, match qui aura lieu aujourd'hui à 19h. Pierre Groulx, qui est entraîneur des gardiennes de but de la charge d'Ottawa, parle de l'allure de son équipe et surtout de l'impact de la foule à la maison. Oui, c'est un boost de confiance, mais on a très bien joué dans les 2 premières parties. Alors, c'était pas comme si on jouait mal. C'est juste d'avoir la victoire, évidemment, puis d'avoir comment on est revenu aussi dans le match. Eux autres, ils ont compté premier, on est revenu à 5 minutes, puis compté en dernière minute de jeu, c'est très important. Mais je pense qu'on adore comment on joue, c'est des corrections ici et là, mais la confiance est là. On sait qu'on est capable de les battre. J'ai trouvé que l'atmosphère hier, c'était incroyable. Je pense que les partisans étaient incroyables. 17 000 personnes pour une game de notre ligue. C'était incroyable à voir, puis même les fans de Montréal étaient là, nos fans étaient là, puis l'atmosphère était excellente. Ça démontre tout ce que notre ligue s'en va. Il n'y a pas que les fans du Canadien de Montréal qui se déplacent et qui vont justement en imposer peut-être dans la foule, dans les amphithéâtres adverses. Les amateurs et les amatrices de la Victoire de Montréal aussi le font, ce voyage. Et là, c'est à Ottawa. C'est quand même pas très loin. Non, là, c'est pas un gros investissement de temps. C'est à portée de main. Donc, on surveillera le match ce soir à 19h. Et en terminant, toujours dans cette actualité de la LPHF, on a appris la 12e équipe de la LPHF. On était à 11. On savait qu'il y avait une expansion à 4 équipes. Donc, on en a ajouté 3 déjà. Et là, hier, on a appris que la 4e équipe de cette expansion, ce sera San Jose. Donc, beaucoup plus au sud, dans l'ouest complètement. Donc, on commence à créer des pôles. Là, il y a un petit déséquilibre quant aux équipes américaines et canadiennes. Peut-être qu'on tentera de corriger le tir dans un futur prochain. Mais donc, voilà pour cette expansion à 4 équipes. Reste maintenant à voir comment on formera ces équipes et comment elles se défendront dès la saison prochaine. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. À
À la une des quotidiens, commençons par le Journal de Montréal et le Journal de Québec qui nous présente un nouveau sondage léger québécois. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a l'effet fléchette qui profite à la coalition Avenir Québec. Alors, selon les réponses données aux sondeurs légers après répartition des indécis, le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon est toujours en tête avec 30 % des appuis. Suit le Parti libéral du Québec avec 28 % des appuis et 22 % des répondants appuient la coalition Avenir Québec de Christine Fréchette. C'est un sondage web qui a été réalisé du 15 au 18 mai auprès de 1027 Québécois. Évidemment, des gens qui ont le droit de vote, c'est donc une marge d'erreur de plus ou moins 3,06 % 19 fois sur 20. Après la coalition Avenir Québec, vient le Parti conservateur à 11 % et Québec solidaire à 8 % Donc, on parle effectivement de l'effet Fréchette. La nouvelle première ministre est en observation parce que quand même, on dit dans le sondage que 60 % des appuis à la coalition Avenir Québec, à la CAQ, ne sont pas définitifs. Donc, ça fait dire aux sondeurs qu'une gaffe et ça retombe. Donc, dans les intentions de vote, c'est ce que dit Jean-Marc Léger en analyse de ce sondage. Maintenant, l'appréciation du travail de Christine Fréchette, Léger l'a mesuré. 39 % des répondants disent que son travail est bon ou excellent. 15 % disent que son travail est mauvais. Donc, vous avez tous ces chiffres, ces derniers détails sur ce sondage qui sort ce matin dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. En une du Devoir, il est question du Grand Prix du Canada qui voit l'avenir d'un bon œil. On parle de Formule 1. C'est en fin de semaine. Le Grand Prix du Canada est plus tôt cette année. C'est toujours à Montréal. Grand Prix qui est en danger l'an dernier, mais voilà maintenant que l'événement rêve de 100 000 spectateurs et plus et d'étendre également ses activités en ville. Il y a déjà certaines activités au centre-ville, mais on veut voir croître l'événement. Même s'il y a un an, on craignait pour l'avenir, il y avait eu toutes sortes de problèmes avec le Grand Prix, mais finalement, il y a eu des correctifs et il y a une entente maintenant avec l'événement montréalais et la Fédération de la Formule 1. Une entente donc de 2031 à 2035 qui a été signée en échange de 117 millions de dollars sur 4 ans de la part des différents bailleurs de fonds, notamment Ottawa Tourisme Montréal, Québec et la Ville de Montréal. Donc, les détails dans le Devoir de ce matin. En une de la presse, on revient, et je vous en parlais au début de l'émission, sur cette primaire aux États-Unis. Finalement, c'est le candidat pro-Trump qui l'a emporté. Jean-Philippe Robillard sera avec nous dans les prochaines minutes pour nous en parler. Sinon, le quotidien fait également état des patients qui sont vulnérables et qui ne sont toujours pas inscrits ou qui n'ont toujours pas de médecin de famille. Le grand rattrapage se fait attendre, titre la presse. Il y a des patients jugés vulnérables par le système de santé qui réclament un médecin de famille, estiment être les laissés pour compte de l'entente conclue entre le gouvernement du Québec et les médecins omnipraticiens. On donne d'ailleurs l'exemple d'une dame, Chantal Lachance, 49 ans, qui a dû être opérée 2 fois au cerveau l'automne dernier en raison d'hémorragie cérébrale chronique, mais depuis, elle n'est toujours pas suivie par un médecin de famille, n'est pas capable d'avoir accès à un médecin de famille. Or, dit-elle, des patients plus en santé réussissent à avoir un médecin de famille. Ce n'est pas son cas. On peut lire d'ailleurs son témoignage et sa réalité dans la presse de ce matin. Le Globe and Mail revient sur cette décision des États-Unis de suspendre un conseil conjoint de défense. Le premier ministre Mark Carney qui a minimisé l'importance de cette décision. Donc, on a appris au cours des derniers jours, lundi, que Washington suspendait les activités de ce qu'on appelait la Commission permanente mixte de défense, vieille de 86 ans, accusant le Canada de ne pas respecter ses responsabilités militaires. Mark Carney, lui, a dit, écoutez, en même temps, ce conseil-là ne s'est pas réuni depuis 2024 et il a rejeté l'idée selon laquelle le Canada a manqué à ses obligations en matière de défense. Et je termine en vous parlant du site de Radio-Canada. Le prix de l'essence à la pompe est toujours très élevé. Pourtant, il y a eu une suspension de la taxe d'accise. Où est passé le 10 cents de rabais sur l'essence? La question est posée en une du site de Radio-Canada. Mon collègue Daniel Blanchette-Pelletier a écrit un article à ce sujet-là. Puis, en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que oui, il y a bel et bien cette taxe d'accise qui a été réduite de 10 sous, mais les prix à la pompe, le prix de l'essence a quand même continué à monter pendant ce temps-là, de sorte que on n'en voit pas vraiment les effets.
J'en parlais au début de l'émission. On peut parler d'une victoire importante pour le président américain dans cette primaire qui avait lieu dans l'État du Kentucky. Jean-Philippe Robillard est maintenant avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Oui, c'est Thomas Massie. Il était un peu un candidat rebelle, la bête noire du président, l'avait ouvertement défié. Mais voilà, finalement, qu'il a perdu face au candidat pro-Trump, Ed Galbraith. Il l'a emporté au terme de cette bataille électorale. Oui, effectivement. Parce qu'il faut dire que le président américain, que Donald Trump, Mathieu, avait demandé aux électeurs de ne pas voter pour Thomas Massie. Et c'est un appel de toute évidence quand on regarde les résultats qui a été entendu. Parce que selon CNN, donc, Ed Galbraith a recueilli 55 % des voix, alors que Thomas Massie a recueilli 45 %. Vous l'avez dit, Thomas Massie, c'est un représentant du Congrès. C'était la bête noire de Donald Trump. Il l'affronte depuis des mois, depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche. Il conteste plusieurs de ses décisions. Il a pris plusieurs fois position contre les politiques de Donald Trump. Oui, et on sait que Donald Trump n'aime pas particulièrement lorsqu'on s'oppose à lui. Sur quels enjeux, sur quels sujets il s'est opposé? Il s'est opposé, par exemple, à la guerre en Iran. Il s'opposait aussi à l'appui inconditionnel du gouvernement américain aux politiques de Netanyahou en Israël. Il a également exigé du gouvernement américain, aux côtés des élus démocrates, que le gouvernement dévoile les dossiers Epstein. Des prises d'opposition, bien sûr, donc, qui ont soulevé la colère du président américain. Et c'est ce qui fait donc que Donald Trump a appuyé son adversaire pour éventuellement, il est parvenu l'évincer. Alors voici d'ailleurs ce que dit Thomas Massie lors de son discours hier. If the legislative branch always votes with the president, we do have a king. Alors, Thomas Massie qui affirme que si la branche législative vote toujours avec le président, nous avons un roi, que si la branche législative vote toujours selon les humeurs, selon lui, nous avons une mafia, mais si la branche législative, les élus, selon lui, respectent la Constitution, nous avons une république. C'est ce qu'a dit donc Thomas Massie dans son discours de défaite. On peut comprendre que son adversaire, lui, a salué, a remercié Donald Trump dans son discours de victoire. Et fait intéressant, pendant le discours de Thomas Massie, Mathieu, à de nombreuses reprises, il a été interrompu par ses partisans qui scandaient 2028, qui scandaient également Massie pour président. C'est une primaire probablement la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis. Oui, c'est ce qu'on comprend selon les chiffres, selon les données. Donc, c'est une élection qui a coûté plus de 30 millions de dollars, dont 15 millions sûrement pour la campagne de Thomas Massie. C'est une élection donc qui réaffirme la mainmise de Donald Trump sur le Parti républicain malgré les sondages défavorables. Et c'est une élection également, Mathieu, qui pourrait éventuellement donc faire taire les élus républicains qui osent contester le leadership de Donald Trump. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Julie Jasmine est de retour en studio avec nous pour le bloc culturel. Patrick Bruel, oui, des spectacles annulés au Québec. Oui, c'est le promoteur Gestev qui en a fait l'annonce hier par voie de communiqué. Compte tenu du contexte actuel et de l'impossibilité d'en assurer la promotion, Gestev a décidé de suspendre indéfiniment les spectacles de Patrick Bruel. Ça, c'est le communiqué qui nous a été envoyé. Les clients qui ont acheté des billets seront remboursés. L'entreprise a dit ne vouloir faire aucun autre commentaire à ce sujet et ça a été repris dans de grands médias français. Je pense au Journal Le Monde, à le Journal Libération aussi. Et ça fait monter la pression durant les dernières heures, évidemment. Et là, ce matin, c'est le maire de Paris qui a été questionné, Emmanuel Grégoire. Il était, dans une émission très tôt ce matin, une émission française. Et ce qu'il dit, c'est qu'il demande à Patrick Bruel d'annuler lui-même son concert, notamment au Zénith en octobre prochain. Ça, c'est à Paris, le Zénith de Paris. Il a dit, il lui suggère de mettre sa carrière entre parenthèses parce que la présomption d'innocence doit être garantie et pour la sérénité de sa défense, qu'il, effectivement, devrait se retirer. Et ça, bien sûr, c'est dans le contexte qu'on connaît. Une trentaine de femmes qui se disent victimes d'inconduite ou d'agression sexuelle de la part du chanteur. Je vous rappelle qu'il y a 4 enquêtes en cours en ce moment. Et Patrick Bruel, lui, conteste fermement toutes les accusations. Et dimanche, d'ailleurs, sur ses réseaux, il a dit « Je vais continuer à faire mon métier ». Ça, c'était dimanche. Alors, à suivre, bien sûr. Mais il y a une pétition qui circule en ligne. Je vous en avais déjà parlé, d'ailleurs. Puis là, on est rendu à 25 000 signatures. Je viens d'aller vérifier
Alors, évidemment, qui demande l'annulation de ces spectacles. Les premiers spectacles commencent à la mi-juin en France, où il y aura aussi la Belgique, la Suisse. Et puis, cet automne, ici, à Montréal, on est en novembre. C'est toujours en vente sur le site pour l'instant. Donc, à Montréal, c'est l'Olympia qui devra prendre la décision. OK. Maintenant, une nouvelle chanson signée Bleu Jeans Bleu. Oui, et c'est une collaboration, bien sûr, avec l'OSM et Raphaël Paillaré. C'est un appel, Mathieu, à l'émerveillement, voir le bon côté des choses. Faut que tu dises « wow ». Faut que tu dises wow! Faut que tu dises wow! Alors, j'aime tout de cette chanson, Mathieu, parce que, bon, même si c'est pas parfait, il faut que tu dises « yeah ». Je ne sais pas si vous l'avez saisi. Et sachez que les 6489 tuyaux du Grand Orgue Pierre Béque ont été mis à contribution. On a 4 mois pour la prendre parce que c'est dans le cadre des Journées de la culture qui auront lieu en septembre. Wow! OK, ça, c'est wow quand même. La chanteuse Cher, 80 ans aujourd'hui, elle donne encore des concerts? En fait, elle avait annoncé, elle a fait une retraite, qu'on peut dire une tournée d'adieu il y a près d'une vingtaine d'années, mais elle est encore très active parce qu'il y a à peine 3 ans, elle a sorti un album de Noël. Ouais. Et on revient évidemment à ses tout premiers succès avec Sonny Bono dans les années 60. Puis elle, qui est bien sûr un visage incontournable, une voix incontournable de la culture populaire. Alors, 80 ans aujourd'hui, et en plus de sa carrière au cinéma, il faut le souligner avec ce titre. Quelle voix, quand même. Incroyable. Quelle Alors, voix. voilà, 80 bonne ans. Bonne fête, Cher, si vous nous écoutez. J'ai des doutes, mais le message va peut-être se rendre par personne interposée. Merci, Julie Jasmine. Salut, bonne journée. Est-ce que l'on va vérifier? Est-ce qu'on va surveiller plutôt? Oui, aujourd'hui, Marie-Michel Borduas est avec nous en studio. Bonjour, Marie-Michel. Bonjour, Mathieu. Des écoles publiques du Québec ont maintenant recours au privé pour des cours en ligne. Oui, une situation qui est observée notamment depuis quelques semaines au Centre de services scolaires des Premières Seigneuries, où il y a des cours de rattrapage qui sont donnés par l'entreprise privée Études Secours en raison de la pénurie d'enseignants. Et la pratique de sous-traitance recueille des avis partagés dans le réseau de l'éducation. Reportage à ce sujet de notre collègue Daphné Dionvien dans nos radiojournaux ce matin. Et le ministère de la Défense nationale veut se doter de plus de satellites dans l'espace? Veut en fait envoyer une fusée, a demandé à des entreprises, 3 entreprises qui sont dans la course pour créer cette fusée qui va permettre d'envoyer des satellites en orbite, doivent y arriver d'ici 3 ans. Une course qui vise à permettre au Canada d'atteindre l'autonomie dans ce secteur, un enjeu critique pour la souveraineté du pays. Reportage de Catherine Brulotte. Et puis les ingénieurs du gouvernement du Québec qui sont en grève aujourd'hui, les 1900 membres de l'association professionnelle des ingénieurs du gouvernement sont sans contrat de travail depuis mars 2023. Ils travaillent principalement au ministère des Transports, dans certains autres ministères également, et les négociations avec Québec sont dans l'impasse, à chope notamment sur l'obtention pour les ingénieurs d'une enveloppe sectorielle. L'association qui indique qu'il y a d'autres journées de grève qui seront tenues si aucune entente ne survient avec le gouvernement. Parfait, on va surveiller ça. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. On va aussi revenir dans nos radios-journaux, si vous nous suivez à la radio, avec notre correspondant aux États-Unis, Louis Blouin, sur cette primaire républicaine, donc aux États-Unis, dans l'État du Kentucky, remportée finalement par le candidat qui était derrière Donald Trump, ou derrière lequel était Donald Trump, si vous préférez. Voilà pour cette édition d'À la Une. Merci d'être avec nous. Bonne journée. Kingston Falls. C'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe et à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ici tout.tv Extra.